fois plus tranchant que Vador. Quand il débarque, on pense qu'il vole, et lorsqu'il sort son arme ultime, d'un coup plus personne ne rigole. Plutôt sinistre et réservé, il ne prend jamais la parole. Discuter à coups de laser, il trouve ça carrément plus drôle. Même s'il faut gérer 2 Jedi, il a l'audace et les épaules, jusqu'à ce qu'Obi-Wan s'énerve et lui tronçonne les guibolles. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur cet ennemi hors de contrôle? Pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Dark Maul. Attention, cette vidéo comporte pas mal de spoilers sur la saga Star Wars ainsi que sur les séries Clone Wars et Rebels. Si vous ne les avez pas vus, on vous conseille de passer votre chemin. Numéro 1, il n'a pas été tué par Obi-Wan. On est en 1999, 16 ans après la destruction de l'Étoile de la Mort et la victoire de l'Alliance Rebelle, George Lucas propose aux fans du monde entier un nouveau voyage dans sa galaxie lointaine, très lointaine. Comme l'annonce le tout premier trailer de La Menace Fantôme, ponctué de mystérieuses images rythmées par la fantomatique respiration de Dark Vador, toute génération a une légende, tout voyage a une première étape, tout saga a un commencement. Bref, après avoir montré la mort de Vador à la fin du Retour du Jedi, Lucas compte bien raconter sa naissance. Pour l'occasion, le public a droit à de nouveaux vaisseaux, de nouveaux droïdes, de nouvelles créatures, de nouveaux Jedi et bien entendu un nouveau méchant. Le tout premier à manier un sabre laser rouge dans la saga Star Wars après Vador. Mais comment faire pour essayer de passer après le plus grand méchant de l'histoire du cinéma? En multipliant la menace par 2? Ouais, pourquoi pas. Ah, mais ouais, c'est très cool ça. Dark Maul, élève du mystérieux Dark Sidious, arbore donc un sabre laser à double lame à la fin de l'épisode 1. Sauf qu'au terme d'un combat épique dans les entrailles de Naboo, probablement l'un des plus spectaculaires de toute la saga, le Seigneur Sith terrasse Qui-Gon Jinn, essuie un assaut foudroyant d'Obi-Wan et termine coupé en deux. Bref, ceci dit, comme le savent déjà tous les fans de la série Clone Wars, le chemin ne s'est pas arrêté ici pour le méchant de la menace fantôme. Et non, car Dark Maul a bel et bien survécu, même si bon, il a passé les 11 années suivantes au fin fond d'une poubelle, littéralement. Parce qu'après sa chute dans le puits de Naboo, il s'est retrouvé dans les décombres de Loto Minor, une planète entière dédiée au stockage de déchets technologiques, bref, une véritable décharge galactique. C'est Savage Opress, le frère de Dark Maul, qui retrouve donc ce dernier. Ah oui, parce que Dark Maul a un frère, et une mère sorcière appelée Mère Talzin, et il fait partie de l'espèce des Abraques originaires de la planète Dathomir, et c'est Dark Sidious qui l'a arraché à son monde natal pour en faire son apprenti. Ah oui, non mais vous verrez, on apprend tout un tas de trucs dans la série Clone Wars. Bref, 11 ans après la chute de Dark Maul contre Obi-Wan, son frère Savage apprend qu'il est vivant, part à sa recherche et le retrouve dans les entrailles de la planète des charges, donc dans cet état-là. Comme vous pouvez le constater, ses cornes ont doublé de taille, il a fait comme il a pu pour se confectionner de nouvelles jambes, et il a quasiment perdu la raison. Dans les épisodes et les saisons qui suivent, on vraque. Dark Maul retrouve la raison et une nouvelle paire de jambes robotiques grâce à Mère Talzin, s'autoproclame maître Sith et fait de son frère son apprenti, affronte de nouveau Obi-Wan qu'on peut donc considérer comme son némésis à 2 ou 3 reprises, crée une organisation appelée le Collectif des Ombres, prend le pouvoir sur la planète Mandalore d'où sont originaires les guerriers mandaloriens, et affronte son ancien maître Palpatine qui tue son frère Savage Opress et lui laisse la vie sauve. Ce qui explique donc que plusieurs années après, on le retrouve en hologramme à la fin de Solo. Numéro 2, il a révolutionné le duel au sabre laser. La trilogie originale de Star Wars proposait des duels au sabre laser puissants et massifs, mais également figés et statiques, finalement assez proches de ce à quoi devaient ressembler les combats de chevaliers au Moyen-Âge. Dans sa prélogie, George Lucas compte bien révolutionner les scènes de lutte en offrant à ses spectateurs des combats plus acrobatiques, davantage inspirés des arts martiaux et des films de samouraïs tels que ceux d'Akira Kurosawa qui ont toujours compté parmi ses références absolues. Pour ce faire, ainsi que l'explique très bien la vidéo de la chaîne Behind Star Wars dédiée à Dark Maul, Lucas décide d'alléger le costume de son méchant. Au lieu de l'imposante et pesante armure de Vador, Maul portera donc une tunique plus souple et plus pratique, lui permettant d'effectuer autant de sauts et de cascades que nécessaire. Pour élaborer les figures et les chorégraphies en question, le réalisateur fait appel à Nick Gillard, célèbre coordinateur des cascades plus connu sous le nom de The Swordmaster et qui a notamment travaillé sur Indiana Jones et la Dernière Croisade, sur Robin des Bois, Prince des voleurs ou encore sur GoldenEye. Pour l'occasion, Gillard a quasiment carte blanche, étant donné que pour le combat final, le script de Lucas ne précise que très vaguement un féroce duel au sabre laser s'ensuit. Pour élaborer le combat en question, d'une durée de 7 minutes, le coordinateur des cascades repart de zéro, laisse de côté les affrontements des screamers de l'ancienne trilogie et crée quelque chose de totalement nouveau, en mixant plusieurs styles de combat à l'épée avec une base de kendo, la discipline pratiquée par les samouraïs. Une base à laquelle il ajoute des mouvements de combat à la rapière, de hache et même de tennis. En gros, ainsi qu'il l'expliquera plus tard en interview pour Vulture, ces combats sont hybrides en termes de mouvement, proches d'une partie d'échec en matière de stratégie et surtout extrêmement vifs et rapides. Le but, créer le combat le plus impressionnant de la saga Star Wars, rien de moins que ça. Pour convaincre George Lucas, Gillard fait appel à un jeune cascadeur expert en arts martiaux pour exécuter des tests. Un certain Ray Park, qui pour le moment n'a incarné qu'un alien chelou dans Men in Black, mais s'apprête à interpréter le cavalier sans tête dans le Sleepy Hollow de Tim Burton et le crapaud dans le premier X-Men. Sur Star Wars, le résultat des séquences
test est tellement convaincant que George Lucas décide de garder la totale. Les chorégraphies de Gillard et Ray Park dans le rôle de Dark Maul. Mais le défi qui attend ce dernier n'est pas à prendre à la légère. En 3 semaines entières d'entraînement, il devra former au combat ses 2 ennemis à l'écran, Ewan McGregor pour Obi-Wan et Liam Neeson pour Qui-Gon. Après une préparation intensive, le tournage peut enfin commencer, et même aujourd'hui, 20 ans après la sortie de La Menace Fantôme, chaque fan de Star Wars sait pertinemment que ce combat est l'un des plus époustouflants jamais filmés de mémoire de sabre laser. Numéro 3, il a été tué par Obi-Wan. Certes, comme on vous le disait en numéro 1 de cette vidéo, Dark Maul a survécu à son premier duel contre Obi-Wan et à leurs nombreux autres combats dans la série Clone Wars. N'empêche que, au bout d'un moment, notre ami Jedi a fini par avoir la peau de son ennemi juré. Et ça s'est passé dans une autre série animée, Star Wars Rebels. Chronologiquement située entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de la saga ciné, Rebels nous présente un Dark Maul désormais âgé d'une 50aine d'années, en exil sur la planète Malachor, et toujours rongé par la haine de son ancien maître Palpatine, qui a assassiné son frère Savage. Ayant abandonné le titre de Sith, il cherche désormais à se venger et fait la connaissance du jeune Ezra Bridger, héros de la série auquel il propose de devenir son maître pour l'aider à vaincre les Sith. Après de multiples péripéties galactiques, Dark Maul finit par trahir Ezra et par l'utiliser contre son gré pour assouvir une autre vengeance, celle qui le lie depuis la fin de La Menace Fantôme à Obi-Wan Kenobi. Ce dernier, vous le savez tous, se trouve depuis la fin de la Revanche des Sith sur une planète désertique bien connue des fans de Star Wars. C'est donc sous les 2 soleils de Tatooine, ou plutôt sous les étoiles, puisque ça se passe de nuit, que Dark Maul et Obi-Wan Kenobi se livrent leur tout dernier duel au sabre laser. Relativement court et directement inspiré d'une scène des 7 samouraïs, ainsi que le précise très justement la vidéo de Behind Star Wars. Donc voilà, en attendant la série sur Obi-Wan, pour ceux qui se demandaient ce que le vieux maître Jedi avait bien pu fabriquer sur Tatooine entre la Revanche des Sith et un nouvel espoir, à part surveiller Luke et terroriser les hommes des sables, il a buté Dark Maul. En rendant son dernier soupir, ce dernier demande d'ailleurs à Obi-Wan si celui qu'il protège est bien l'élu de la Force. Le Jedi lui répond que oui, et Dark Maul meurt en prononçant la phrase suivante « Il nous vengera tous ». Traduction, Luke finira par tuer l'empereur Palpatine. Bon, au final, c'est Vador qui a fini par lutter. Mais non, attends, c'est vrai. Enfin bref, Dark Maul, lui, a bel et bien été vaincu par Obi-Wan, enfin. Numéro 4, il a failli porter des plumes. Retour sur le tournage de La Menace Fantôme, ou plutôt sur la pré-production du film. On a parlé de l'interprète de Dark Maul, on a parlé de son costume, de ses techniques de combat, mais qu'en est-il de son apparence? Si le célèbre artiste Ralph McQuarrie s'était chargé d'élaborer le look immortel de Dark Vador dans les années 70, c'est cette fois-ci à Ian McCaig que George Lucas confie la lourde tâche de créer visuellement le nouveau méchant de la saga Star Wars. En le chargeant de cette périlleuse mission, le réalisateur donne à McCaig une seule et unique directive: Dark Maul devra impérativement constituer une représentation de notre pire cauchemar. Après de nombreux premiers croquis incertains et hésitants, tantôt masqués, tantôt à visage découvert, tantôt masculin, tantôt féminin, tantôt illuminés de l'intérieur, couverts de circuits électriques ou de formes rappelant le test de Rorschach, McCaig finit par présenter une première ébauche à George Lucas. Ainsi qu'il l'expliquera plus tard sur le site officiel de Star Wars, il choisit d'abord de représenter le cauchemar exigé en imaginant un visage mort-vivant regardant par la fenêtre, la nuit sous la pluie. Un genre de croisement bizarre entre un fantôme et un serial killer entouré d'étranges rubans rouges en guise de chevelure. En découvrant le résultat, Lucas referme le dossier d'un coup sec, totalement terrifié, et demande à McCaig de recommencer en baissant d'un cran, et en représentant son deuxième pire cauchemar. L'illustrateur se souvient alors de la plus grande peur de son enfance, les clowns. Il décide de représenter son propre visage maquillé comme un clown, couvert de formes géométriques et stylisées. Le faciès de Dark Maul commence alors à prendre forme. Pour couronner le tout, quelques plumes tribales au sommet d'un crâne chauve. C'est au moment du maquillage, lorsqu'il faut transformer l'acteur Ray Park en Senior Sith, un procédé nécessitant près de 2 heures de travail à chaque fois, que le chef maquilleur Nick Dudman apporte la touche finale au nouveau méchant de Star Wars. Pensant par erreur que les plumes représentées sur les dessins de McCaig sont en réalité des cornes, il hérisse le crâne de Ray Park avec 8 petites pointes rappelant celles d'un diable. Une caractéristique qui compte aujourd'hui parmi les plus emblématiques du personnage. Numéro 5, il ne parle quasiment pas. Certes, Dark Maul est resté l'un des personnages les plus mémorables de cet épisode 1 de la saga Star Wars, planant littéralement au-dessus de tous les autres sur l'affiche du film. N'empêche que, même si on a un peu tendance à l'oublier, sur 2 heures et 13 minutes de film, le mec n'apparaît que pendant 8 minutes 30. Et ça encore c'est rien. Sachez aussi qu'il ne prononce que 2 répliques lors d'une très courte séquence de discussion avec Sidious sur Coruscant, c'est-à-dire celle-ci. Tatooine est très peu peuplée. Si cette piste est la bonne, je ne tarderai pas à les trouver. Et celle-là. Enfin nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin nous aurons notre revanche. Ça, en version originale, ça donne un total de 31 mots, et en version française, ça fait 30 mots.
C'est encore moins que dans Solo, où le personnage ne fait qu'un bref caméo à la fin du film. Et selon certaines rumeurs, c'est d'ailleurs ce qui a découragé Benicio del Toro, qui devait initialement interpréter le personnage dans La Menace Fantôme, d'accepter le rôle. En même temps, sauf son respect, Benicio, on le voit mal faire les mêmes cascades que Ray Park. Bon, et pour terminer, si on veut être sympa, on ajoutera quand même que dans l'un des premiers trailers du film, Dark Maul parlait un tout petit peu plus que ça à travers un monologue sur la peur qui n'a pas été conservé dans le film, pas de bol. Mais en gros, voilà ce que disait le personnage. La peur attire les apeurés, les puissants, les faibles, les innocents, les corrompus. La peur est mon allié. Bref, la peur, un concept qui a donc servi de directive principale à George Lucas pour décrire son personnage à McCaig, et qui, rappelons-le tout de même, selon Maître Yoda, mène tout droit au côté obscur. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser qu'avant le rachat de Lucasfilm par Disney, un jeu vidéo centré sur Dark Maul était à l'étude, que le personnage ne cligne des yeux que 3 fois dans l'intégralité de La Menace Fantôme, que lors du premier jour de tournage, Ray Park avait oublié d'enlever sa boucle d'oreille pendant le maquillage, et que George Lucas avait finalement décidé de la laisser dans le film. Toute génération a une légende, tout voyage a une première étape, toute saga a un commencement.